Bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'accueil des jeunes publics empêchés en bibliothèque. On va avoir plusieurs intervenantes aujourd'hui que je remercie de participer. Moi, je suis Estelle Daera, je travaille pour l'entreprise Mobidis qui édite la ressource Bibliodyssée, qui est donc une ressource avec des livres, avec des outils accessibles pour les personnes en difficulté de lecture. Et avec moi aujourd'hui pour aborder ce vaste sujet, j'ai donc Sabine Michel et Marie Godet de la médiathèque départementale de l'Orne, qui donc sont respectivement référentes numériques de la médiathèque et référentes illettrisme, dyslexie facile à lire. Et nous aurons également Maude Barnet, qui donc travaille en tant que médiathécaire et référente handicap à la médiathèque de Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Et donc voilà, ça va nous permettre d'avoir les visions un petit peu réseau bibliothèque départementale et médiathèque municipale avec un contact avec les publics. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder ce sujet de l'accueil des jeunes publics empêchés. Quelles problématiques on fait face avec ces publics-là, quel type de ressources physiques, numériques peuvent leur être proposées et quel type d'actions peuvent être mises en place pour les accueillir à la fois physiquement dans les lieux de lecture et aussi en question d'accessibilité sur les plateformes numériques. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va un petit peu dérouler la présentation avec une partie avec des interventions de nos intervenantes, donc de la part de la médiathèque départementale de l'Orne et donc de la médiathèque de Charenton. Je vous présenterai également un petit peu la ressource Bibliodyssée et ses spécificités et justement des types d'adaptations qui peuvent être proposés pour les publics 10 notamment. Et puis après, ce sera le moment des questions ouvertes pour toutes les personnes présentes. Et s'il y a des questions au fur et à mesure, vous avez le chat sur la gauche et il y a quelques personnes de notre équipe qui sont présentes pour répondre aussi au fur et à mesure sur tout ça. Voilà pour le déroulé. Je vous laisse la parole, donc Sabine et Marie, sur ce que vous avez préparé sur le sujet. Merci, bonjour à tous. Bonjour. On va vous partager notre écran. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Oui, moi c'est bon, je le vois. Parfait. Le chat valide. Le chat valide. Eh bien, c'est parti alors. Donc nous, la médiathèque départementale de l'Orne, on a pour mission d'accompagner les médiathèques de notre territoire en leur prêtant des documents physiques ou numériques et en les accompagnant avec des formations, des conseils techniques, des conseils sur la gestion du quotidien en médiathèque. Donc, on a 69 médiathèques dans notre département. Donc, on vous a mis la carte pour que vous visualisiez à peu près à quoi on ressemble. Voilà. Donc, au niveau de notre offre de documents physiques pour les collections adaptées, en fait, chaque catégorie de handicap est pour l'instant rangée à un endroit de notre médiathèque. Mais on a un projet de réaménagement d'ici la fin de l'année. Et dans ce projet, on va créer un pôle lire autrement où on va tout rassembler au même endroit. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a des livres audio, des livres en grand caractère. Donc, eux n'ont pas de logo. Ensuite, les livres tactiles ou en braille, ils ont le petit logo que vous voyez à l'écran. Les livres faciles à lire, ils ont le logo national. Les livres en LSF, on a mis le logo, le petit dessin d'une main. Les livres 10, alors, on n'a pas repris le logo que certaines bibliothèques utilisent, mais on a fait une étiquette 10 qu'on met sur la tranche du livre. Et après, en termes de matériel, on a aussi des lecteurs Victor et des loupes, et on a créé des kits de jeux accessibles dont on va vous parler un peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc, si on resserre sur les livres 10, donc notre fond, il est à 95, je dirais même à 98% jeunesse, parce que à croire que les éditeurs s'imaginent que les adultes ne sont plus dyslexiques. J'ai moins d'une dizaine de titres en adulte, hein. Clairement, je les ai comptés, je crois que j'en ai 8. Donc voilà, nous, ils sont rangés à part pour l'instant, comme sur la photo que vous pouvez voir, parce que nous, en fait, on les a mis comme ça, de manière à ce que les bibliothécaires qui viennent choisir des documents chez nous sachent où les retrouver tout de suite. Voilà, nous, on n'accueille pas de public, on n'accueille que des bibliothécaires bénévoles et salariés, donc on n'a pas la même problématique qu'une bibliothèque municipale.
Nous, c'est le côté pratique pour repérer les documents qu'on a choisis. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le haut de la tranche, on a mis l'étiquette 10 pour qu'il soit repérable. Au niveau du traitement informatique, sur la notice de chaque document, on a mis un mot matière, donc le mot 600, enfin la notion 606. On a mis dyslexie jeunesse, dyslexie adulte, pour que, en fait, sur notre portail, ce sont des choses qui sont cliquables. Donc, à partir d'un titre, ils peuvent cliquer dessus et avoir toute la liste des ouvrages adaptés aux dyslexiques. Ça nous sert à ça. Après, quand les bibliothèques viennent en échange, j'essaye, quand je peux les voir, parce que parfois je ne suis pas disponible, de leur expliquer ce que c'est que la dyslexie, parce que beaucoup encore ne savent pas ce que c'est. Notamment, beaucoup de gens sont étonnés quand j'explique que c'est un trouble neurologique. Apparemment, c'est la découverte de l'année. Donc, j'essaye de faire de la pédagogie, d'expliquer ce que c'est, de présenter rapidement comment sont les ouvrages. Alors, si je peux vous montrer un autre document que j'avais présenté à notre réseau, c'est celui-ci que j'ai fait rapidement, dans lequel je leur expliquais donc, notre fond et je leur faisais un focus sur chaque éditeur et sur chaque spécificité des éditeurs. Il y en a certains qui vont mettre les lettres muettes d'une certaine couleur ou les voyelles doubles. Il y en a qui vont griser les lettres qui ne se prononcent pas. Il y en a qui vont mettre des codes couleurs en syllabes. On peut avoir des contrastes, on peut avoir des petites réglettes aussi à déplacer lors de la lecture. Enfin voilà, chaque éditeur a choisi sa façon de faire. Donc j'essaye de leur présenter. Notre fond est quand même bien emprunté. Hein. Je pense que presque 80% de notre fond est emprunté. Donc soit parce qu'on leur conseille d'en prendre, soit parce qu'ils ont eux-mêmes des demandes de lecteurs ou d'enseignants qui viennent en accueil de classe, ou même de parents. Donc ça, c'est pour les livres 10. Alors après, si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer les documents qu'on a préparés, je pense. Voilà. Et donc là, depuis très peu de temps, avec ma collègue qui est en charge des jeux, on a créé des kits de jeux accessibles. Donc ce sont des jeux que tout le monde peut avoir, mais qui sont accessibles à des personnes en situation de handicap. Donc pour l'instant, on s'est concentré sur 4 types de handicap. Le handicap visuel, intellectuel, le handicap 10 et le handicap senior, qui peut faire rire, mais les seniors ont aussi des besoins avec l'âge. Donc voilà, donc là, je vais vous présenter plus en détail le kit 10. Donc il est composé de 5 jeux. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien sur la photo. Donc, 5 jeux et un livret que ma collègue et moi avons rédigé qui décrit chaque jeu et qui, en plus, donne des éléments sur les troubles 10 parce que, voilà, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà, vous avez l'origine du projet. Et après, chaque jeu a sa propre fiche avec donc un résumé du jeu, le nombre de joueurs, la durée et les compétences qui sont sollicitées. Voilà. On s'est inspiré d'autres bibliothèques départementales. Hein. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on a tout créé de A à Z, mais on a trouvé le concept très intéressant et du coup, on l'a réutilisé à notre sauce. Donc voilà, ça donne ça. Et donc tout à la fin, en fait, il y a une fiche récapitulative de... C'est juste après, je crois bien. Voilà, là. Pour expliquer les différences des personnes 10 pour des gens qui ne sauraient pas en quoi les troubles 10 peuvent être problématiques dans des choses que nous, on va trouver basiques. Donc, ce n'est pas que la dyslexie, on a vraiment ouvert sur tous les troubles 10. C'est pour ça qu'on explique que les difficultés, ça peut être pour lire, pour écrire, pour comprendre certaines décisions, pour réussir à s'exprimer aussi. Et on donne aussi des petites pistes pour mieux accueillir ces personnes et mieux les orienter avec les jeux. Voilà pour les collections physiques que l'on peut avoir et que l'on peut proposer. Donc, du coup, Sabine, je te laisse. Alors, je vais reprendre la main pour vous parler de notre site internet. Est-ce que vous voyez bien toujours l'écran? Oui. Okay. Alors, moi, je vais plutôt vous partager le site. Là, on l'a perdu, mais je pense que c'est... Je vais partager directement le site, comme ça, on va pouvoir naviguer dans notre site internet.
Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Donc, sur notre site internet, on peut trouver donc les documents dont Marie vous a parlé, bien sûr. Et en préambule, notre site internet a été conçu de manière assez allégée, justement pour être le plus accessible possible et pouvoir naviguer le plus facilement possible. Vous pouvez voir sur la page d'accueil, elle est assez légère, mais on a mis des accès un peu guidés. Donc là, par exemple, des raccourcis pour aller sur les ressources numériques, les formations, les outils d'animation, la carte de nos médiathèques. Il faut se rappeler qu'on s'adresse principalement donc aux bibliothécaires et aux utilisateurs de ressources numériques. Des raccourcis aussi pour aller sur les réseaux sociaux. Et aussi un parcours guidé utilisateur, donc selon qu'on est un bibliothécaire, un particulier ou un élu. Et si on est un bibliothécaire, par exemple, on va avoir des raccourcis pour aller vers certaines ressources et entre autres pour des ressources pour des publics spécifiques. Donc, si je clique dessus, j'atterris sur notre page qui est dans notre site, qui concerne les publics spécifiques. Alors là, ça peut être ouvert dans un autre onglet. Ah, d'accord. Donc, on va repartager autrement. Est-ce que vous voyez? C'est bon? On est mis sur la page « Je suis bibliothécaire », d'accord, oui. Je suis bibliothécaire. Et est-ce que là, vous voyez l'onglet public spécifique? Oui, c'est tout bon. D'accord, donc c'est bon. Voilà, donc ça, c'est une page qui existe dans notre site internet qu'on peut retrouver ici, hein, l'offre public spécifique, mais dans les parcours guidés, on les retrouve plus facilement. Donc, dans cette page, en fait, on a mis aussi des raccourcis vers certains outils, certains documents. Donc, les lecteurs Victor Reader et les loupes électroniques dont Marie vous a parlé tout à l'heure. On a aussi des tablettes seniors et les collections adaptées aussi dont Marie vous a parlé tout à l'heure, les gros caractères, les textes lus, les livres tactiles, les livres pour la petite enfance parce que c'est un de nos publics visés. Les adolescents également sont des publics visés et sur la dyslexie, donc vous pouvez voir un raccourci ici. Si je clique dessus, donc vous avez en fait tous les documents que la MDO possède sur la dyslexie, avec possibilité donc de filtrer dans la colonne de gauche. Donc, dans cette page aussi, pour les publics spécifiques, on a mis des raccourcis pour nos ressources numériques qui, en fait, ont des actions pour le public empêché. Donc, Bibliodyssée, bien sûr, et médiathèque numérique, parce que médiathèque numérique, donc c'est une ressource numérique de vidéo à la demande, et propose des livres, des films en audio description, et propose aussi des sous-titres pour sourds et malentendants. Donc, ils ont vraiment une démarche pour les publics empêchés. Donc, généralement, quand on achète une ressource numérique, on demande au prestataire si effectivement son site est accessible. C'est un de nos critères, hein, parce que c'est important pour nous. Ce qui est important pour nous aussi, donc, c'est de rendre notre site accessible. Alors, on a l'impression peut-être comme ça qu'il est accessible, mais en fait, la loi nous oblige à faire un audit d'accessibilité. Et cet audit-là, donc, il est en cours. Donc, on aura les résultats prochainement et on aura peut-être des choses à retravailler sur notre site pour qu'il soit complètement accessible. Donc, la médiathèque départementale de l'Orne, comme Marie vous le disait, elle fait aussi des formations et des conseils techniques auprès des bibliothécaires. Et lors de ces formations sur les ressources numériques, on leur explique comment faire de la médiation pour les ressources numériques. Donc, on a créé un outil Padlet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. En fait, où les bibliothécaires, à partir du lien Internet qui est là-haut, l'URL, les bibliothécaires peuvent venir piocher des documents pour pouvoir aller faire de la médiation. Alors, ça peut aussi être de la valorisation. Donc, par exemple, pour Bibliodyssée,
on a mis des documents pour imprimer des flyers, des affiches et des documents donc, dont le guide de médiation Bibliodyssée. Ce que nous faisons aussi régulièrement, c'est que nous partageons sur notre page Facebook et notre page Instagram des éléments qui nous sont envoyés par la newsletter de Bibliodyssée. Donc là, la dernière, c'était sur la Saint-Valentin. Donc voilà, on refait un petit visuel, on reprend le visuel qui est dans la newsletter et on le partage sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Super, effectivement, on est content que ça serve, parce que c'est des demandes qu'on a eues d'avoir des éléments pour pouvoir communiquer, pour pouvoir relayer. Donc, voilà, c'est ça. Depuis effectivement qu'on reçoit cette information par la newsletter, on essaye de la publier tous les mois parce qu'on trouve que c'est très intéressant. Et ça permet voilà, de rendre visible la ressource aussi, puisqu'on conseille à nos médiathèques, lors de nos conseils techniques, de s'abonner à notre page Facebook et à notre page Instagram et du coup de repartager les publications qu'on fait. D'accord. Voilà. Voilà, on a fini pour la médiathèque départementale de l'Orne. Je vous laisse la parole. Super. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça nous permet déjà d'avoir un peu un aperçu des types de documents qui peuvent exister et justement de votre rôle de médiation auprès des bibliothécaires pour qu'ensuite elles puissent faire la médiation auprès du public. Justement, ça nous permet d'avoir un peu la transition avec Maude pour justement le point de vue en relation avec les publics sur les actions qui peuvent être mise en place dans la médiathèque ouverte au public. Voilà, je laisse la parole. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis bibliothécaire à Charenton-le-Pont. Je vous partage mon écran également. Voilà. Alors, donc je suis référente handicap dans les médiathèques de Charenton-le-Pont, qui se situe dans le Val-de-Marne, près de Paris. C'est une ville de 30 000 habitants. On a une médiathèque principale et une petite annexe. On propose des collections adaptées et nous avons mis en place des actions pour les publics empêchés en jeunesse. Donc, je vais vous présenter voilà comment ça se présente. On n'a pas d'espace lire autrement. Là, j'ai mis un logo qui vient de Vendée. On n'a pas de place en fait pour faire un vrai fonds lire autrement. Donc, on a des collections adaptées qui sont réparties dans les différents espaces, adultes, ressources et jeunesse. Alors, j'ai repris le travail de l'association Signes de Sens, qui est à l'origine des éditions jeunesse accessibles. Ils ont identifié des catégories de littérature adaptée. Alors, sur chaque type d'adaptation, on en a parlé un peu, c'est pensé pour un public spécifique, mais évidemment, ça peut répondre à d'autres besoins. Donc, dans le premier bloc, c'est plutôt pensé pour les parents ou les enfants avec une déficience intellectuelle, pardon, une déficience visuelle, donc des livres braille à toucher et les histoires à écouter. On a mis tout ça dans un bac qui est vers l'entrée de la médiathèque, à côté des nouveautés, et tout est empruntable. Voilà. Il y a une étiquette déficience visuelle, ce qui est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que j'ai vu des gens qui disaient à leurs enfants « Ah non, mais prends pas ces livres-là, c'est pas pour toi ». Ce qui est un peu embêtant parce qu'en fait, on avait pris le parti que ces livres soient empruntables par toutes et tous. Voilà. Et on n'a pas de public malvoyant à la médiathèque en jeunesse, à part une maman que j'accompagne, mais je vous en parlerai plus tard. Les adaptations pensées plutôt pour la déficience auditive, on a des albums sans texte qui sont identifiables par un petit logo œil, là, qu'on a réparti dans les albums ordinaires, on va dire.
Et surtout, ce qui sort bien, vraiment, c'est les livres d'éveil, tout ce qui est signes avec bébé. C'est à la mode depuis plusieurs années et ça marche très très bien. Alors, le Fonds 10, on l'a créé il y a plusieurs années grâce à une subvention du CNL pour l'aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques. On a fait le choix de le mettre vraiment au milieu de l'espace jeunesse. Il est en face des bacs première lecture, il est proche des romans audio, donc il y a une espèce de proximité comme ça de besoin. Et il n'est pas hyper identifié par nos lecteurs et lectrices, ce qui est chouette parce que du coup, les documents sont empruntés vraiment par tout le monde. Il y a beaucoup de facing, donc ça plaît. Mais on a aussi quand même des publics intéressés et concernés, on va dire directement, qui prennent dans ce fonds. J'ai eu récemment une maman qui accompagnait sa fille collégienne et qui me disait que elle était super contente parce que sa fille pouvait continuer à lire grâce à ces livres adaptés. Mais dans la même journée, j'ai eu un petit garçon qui avait pris un roman Minecraft et je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? C'est juste que j'adore Minecraft. Donc lui, il n'avait pas de difficulté de lecture, c'était le sujet qui l'intéressait. À l'inverse, j'ai eu une maman récemment qui vient depuis des années, qui prend des piles de livres pour ses enfants et qui, pour la première fois, là, en discutant, me dit que sa fille est dyslexique sévère. Et je lui dis, mais vous ne connaissez pas notre fonds 10? Elle me dit, non. Donc voilà, ce fonds qui est pourtant vraiment au milieu, elle passe devant toutes les semaines et elle ne l'avait jamais vu, jamais identifié. Donc voilà, il y a des pour et des contre. Ensuite, on passe. Voilà, quelques photos du fond. Donc vraiment, il est pile au milieu. Mais voilà, effectivement, il y a marqué Bibliodis au-dessus, mais enfin, ça clignote pas non plus. Voilà, mais il y a pas mal de facing, donc ça plaît beaucoup. Ça, c'est la liste des éditeurs qu'on peut retrouver actuellement dans le fonds 10. Voilà. On pourra passer dessus plus attentivement dans les questions si vous voulez. Dans ce fonds, j'ai mis également des choses qui concernent plus des personnes avec déficience intellectuelle ou sur le spectre autistique, parce que là aussi, il peut y avoir une proximité de besoins. C'est des livres qui plaisent à un public très varié. On a un intérêt local parce que dans la ville, il y a une classe Ulysse, un dispositif Ulysse spécialisé pour les enfants TSA. Donc c'est emprunté. J'avais des parents en fait d'enfants TSA qui venaient à la bibliothèque et qui m'avaient demandé est-ce que vous avez du Makaton, qui est une méthode en fait qui allie des pictogrammes et des signes, qui a été développée vraiment spécifiquement à la base pour la déficience intellectuelle ou les autistes un peu sévères. Voilà, donc j'en ai pris et puis en fait, il y a des parents qui les prennent parce que les pictogrammes, c'est sympa pour mon enfant qui rentre dans la lecture. Des enseignants aussi en CP qui me disent je vais essayer parce que j'ai une petite fille, là, elle a du mal à rentrer dans la lecture. Bon, voilà. Donc ça marche bien. J'ai du roman Falk aussi, des albums Falk. Donc voilà les stats. Voilà, c'est un fonds qui est très très dynamique. Ensuite, les ressources numériques et audio qui, à la base, sont particulièrement intéressantes pour les publics avec une déficience visuelle, mais qui, en fait, sont extrêmement intéressantes pour les personnes avec des troubles 10 et aussi pour des personnes avec une motricité qui ne serait pas bonne, la motricité fine notamment. Tourner les pages d'un livre, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, ces différentes ressources ont déjà été évoquées. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. On a un partenariat avec l'association Valentin AI et la BNF pour les ressources de Éole et Platon, notamment. Voilà, donc ça, c'est Valentin AI. On reviendra dessus dans les questions si vous le souhaitez. Ça, c'est une tentative dans notre annexe de parler un petit peu des livres adaptés et des ressources numériques. Je viens de le faire, donc je n'ai pas encore de retour. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais comme le fonds 10 est dans la bibliothèque principale et pas dans l'annexe,
voilà, j'essaye de faire connaître ces fonds-là dans l'annexe. Et là, j'avais fait une sélection de livres qu'on pouvait retrouver sous différents formats, soit en adaptation 10 papier, soit en adaptation numérique. Mais je ne suis pas sûre que les gens aient bien compris. Les livres partent, mais simplement parce qu'ils sont en présentation. Bon, on verra. Alors, au niveau des services et des actions qu'on met en œuvre pour les publics empêchés, il y en a pas mal. En 2023, on a reçu le prix Livre Hebdo pour les services innovants parce qu'on a fait des adaptations sur le site internet, on a du portage à domicile, des collections en grand caractère en adulte, on a le fonds 10 en jeunesse, un atelier de conversation, on fait aussi des actions dans les maisons de retraite de la ville, dans l'hôpital psychiatrique qui est proche d'ici. On a employé un autiste, un bibliothécaire autiste, etc. Voilà. Et on lance aussi un prix littéraire inclusif pour les adultes cette année, qui est ouvert à toutes et tous et partout dans le monde, qui est en partenariat avec l'association Valentin AUI et les bibliothèques sonores. Donc la sélection en fait est disponible sur différents supports. C'est en ça que c'est un prix littéraire inclusif. Voilà, alors dans les animations, ce qui a vraiment beaucoup de succès, c'est les séances d'initiation à la LSF pour tout public. C'est vraiment, les gens adorent. Le portage à domicile, on voulait l'ouvrir, enfin on l'a ouvert à tout le monde, c'est-à-dire pas que aux personnes âgées, mais toute personne ayant des difficultés temporaires ou permanentes de mobilité peut bénéficier du portage à domicile. Mais dans les faits, ce ne sont que des personnes âgées qui en bénéficient actuellement. Et surtout, on a mis en place des accueils individuels. Alors, j'en fais pas beaucoup la publicité parce que je suis la seule à les faire et que je suis en jeunesse aussi, donc je dois faire les actions auprès des scolaires, etc. J'ai pas beaucoup de temps. Néanmoins, je reçois de manière régulière 3 familles, une maman avec une petite fille polyhandicapée, une maman aveugle et ses enfants voyants, et une maman et son fils collégien porteur du syndrome de Down. Et donc, selon les besoins, ça va être des séances de lecture, ça peut être aussi juste de l'accompagnement et de la papote, prendre 2 heures, boire le café, discuter, chercher des solutions, aider à rédiger un mail, recontacter le CCAS. Voilà, c'est de l'accompagnement qui peut être assez varié, qui peut être assez long, qui prend du temps, mais qui fait vraiment la différence, je trouve. Voilà, nos cafés parentalité ont fait un flop magistral. On pourra en revenir dans les questions si vous le souhaitez. En revanche, là, on est en train de monter un super projet de création d'un tableau d'accueil à la médiathèque en utilisant les outils de la communication alternative et améliorée, la CAA. Et donc ce projet se fait avec des parents d'enfants concernés par les troubles de la communication orale, en partenariat avec le CCAS. Alors, on n'a pas encore commencé, là, on est encore en train de recruter les parents. Et l'idée, ce sera de faire ce tableau qui soit affiché en jeunesse pour déjà montrer que ces outils existent, pour en faire parler, faire un peu de médiation autour de ça, les utiliser auprès des scolaires, notamment des petits, les crèches et les maternelles, qui, je pense, bénéficieront vraiment de l'aspect visuel, en fait, des consignes, par exemple, à la médiathèque. Et puis d'envoyer surtout le message auprès des parents pour dire venez avec votre enfant, même s'il fait du bruit, même si il ne vous semble pas adapté au milieu des bibliothèques qui peut être encore perçu comme quelque chose de très strict. Non, venez, il y a de la place pour vous, bien sûr. Voilà. Je me permets de t'interrompre, Maude. On a eu des petites questions dans le chat par rapport au point que tu viens d'aborder. La première, c'était quelqu'un qui n'était pas sûr d'avoir bien entendu l'animation que tu as dit qui fonctionnait particulièrement bien. Et la deuxième, c'est une question pour développer ce qu'est le CAA. Alors, l'animation qui fonctionne très bien, c'est la LSF, donc c'est l'initiation à la langue des signes française. C'est une intervenante extérieure qui vient. Elle avait commencé au début, c'était que pour les bébés, et maintenant c'est tout public. Et ça plaît énormément aux gens. Et d'ailleurs, les méthodes d'initiation à la LSF, que ce soit en adulte ou en jeunesse, sortent très bien. Voilà.
je pense en lien avec ces ateliers-là, mais il y a un intérêt, je pense, dans le public général, voilà, autour de ces questions-là, peut-être un effet Jeux olympiques, enfin les Paralympiques, voilà. L'ACA, c'est la communication alternative et augmentée. C'est un outil qui a été conçu à la base pour notamment les publics polyhandicapés, ou en tout cas des personnes qui ont des gros soucis de communication orale, éventuellement de la dysphasie, c'est-à-dire vraiment une incapacité à s'exprimer à l'oral. Et donc ce sont des pictogrammes, souvent associés avec des signes qui peuvent être particuliers, pas forcément de la LSF, ça peut être des dérivés de LSF. Voilà, donc c'est très utilisé dans le milieu du polyhandicap, mais aussi auprès des enfants autistes ou même des adultes, parce que ça peut permettre l'échange. C'est-à-dire qu'on va parler et en même temps qu'on parle, on montre les pictogrammes. Si on connaît des signes, on va associer des signes à ce qu'on dit et à ce qu'on montre. Mais la personne, après, peut aussi échanger avec nous grâce à ces signes en les montrant par le regard ou par la main, s'il y a la motricité nécessaire. Et donc, on peut échanger et parler, donc communiquer avec une personne. Voilà. Alors, quelle différence avec le Makaton? On va dire que le Makaton, c'est un des outils de la CAA. Voilà. Mais c'est tout à fait... la CAA, c'est vraiment... Ça englobe tous ces outils qui permettent de communiquer autrement. De même manière qu'on a le lire autrement, voilà, il y a le communiquer autrement. Et alors, du coup, je rebondis, pardon, mais le Makaton spécifiquement, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est un système qui, lui, a été pensé... alors, il y a notamment une association qui s'appelle l'AAD, Avenir Dysphasique. Donc, encore une fois, pour des personnes avec des difficultés de communication orale, beaucoup aussi pour les enfants autistes et très utilisé auprès des enfants autistes qui ne sont pas encore verbaux. Et donc, c'est des pictogrammes et des signes. Et donc, encore une fois, il y a des livres qui existent, c'est super chouette, où il y a un texte, on va dire, très fac, très facile à lire. Voilà, on en parle dans les commentaires. Voilà. Donc, il va y avoir une phrase en falque. Au-dessus, pour chaque mot ou chaque groupe de mots, de concepts, il y a un pictogramme. Sur l'autre page, on a une illustration. Typiquement, la maison d'édition L'Escalier fait des livres, c'est pas du Makaton, mais c'est vraiment l'esprit. Et on peut associer un signe. Pour le Makaton strict, les pictogrammes sont tellement particuliers qu'ils ne sont pas toujours extrêmement lisibles pour un public large. Donc voilà, j'ai un peu de Makaton pour répondre à des familles qui l'utilisent spécifiquement avec leurs enfants, mais l'escalier, je trouve que les pictogrammes sont beaucoup plus lisibles, et parlant même à des enfants qui n'ont pas été formés au Makaton. Et oui, du falque, on en a, et ça sort très bien auprès d'un public varié, là aussi. Il y a des parents qui les prennent. J'ai pour l'instant que 2 romans falque, mais il y a des parents qui ont été intéressés, voilà, et je vais en racheter, notamment chez Kilema, mais pas que. Voilà, en gros, la conclusion, c'est ça, c'est avoir un maximum d'outils pour essayer de répondre aux besoins les plus variés possibles. Beaucoup d'accompagnement humain, il faut aussi de la patience, et je sais que ça, c'est pas quelque chose qui marche toujours très bien, enfin, qui s'entend très bien auprès des preneurs de décision, mais l'efficacité, elle peut pas se mesurer, l'impact, en tout cas, il n'est pas toujours immédiat, il prend même souvent du temps, parce que le temps que l'information parvienne au public cible, puis que ces publics, à un moment, trouvent la motivation de venir, il peut se passer vraiment du temps, en fait. Il peut se passer des semaines, des mois, des années, donc il faut s'accrocher. Parfois, il y a des choses qu'on met en place, et puis, oui, il n'y a pas le public tout de suite, donc il faut arriver à s'accrocher et à continuer de proposer ces services-là. Et il faut vraiment de l'accompagnement humain. Je crois que les accueils individuels, là, c'est hyper intéressant.
Et pour avoir discuté voilà, avec d'autres bibliothécaires, avoir visité d'autres bibliothèques, etc., c'est vraiment ça qui fait la différence. Les fonds seuls ne suffisent pas, sauf peut-être le fonds 10, qui est un fonds qui effectivement peut presque se suffire à lui-même parfois, mais il faut de la médiation, quoi. Enfin, ça, je pense que c'est pas un mystère. Donc voilà, ça c'est toute notre équipe, et puis n'hésitez pas, on peut s'appeler si vous avez aussi envie de visiter la médiathèque, par exemple. Ou voilà, on en discute plus. Merci. Merci beaucoup Maud pour cette intervention. Je pense que justement ça donne plein d'idées, enfin, non seulement sur les fonds disponibles, mais aussi de toutes les façons de mettre en avant ce fonds et de l'utiliser avec les publics. Donc je pense qu'on reviendra sur certains aspects ensuite avec quelques questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un petit peu la ressource BiblioDyssée, qui est une modalité d'adaptation des ouvrages en format numérique. Donc certains d'entre vous connaissent déjà, mais voilà, pour vous montrer aussi ce qui peut être proposé en adaptation pour les 10, mais pas que. Je vais aller montrer. Alors, je reprends juste à partir de... Alors, est-ce que je suis sur le bon? Hop. Est-ce que ça partage? Ou est-ce que je ne partage pas? Non, c'est toujours sur... Est-ce que c'est bon? Oui, on voit. J'ai repris le portail de la médiathèque de l'Orne pour montrer un peu comment, donc ça a été déjà montré par Sabine tout à l'heure, comment ça peut se présenter directement, sur la portail de la bibliothèque. Donc je reviens dessus, mais effectivement sur le portail de l'Orne, c'est très facile. Il y a les ressources numériques qui sont mises en avant. Et donc, parmi celles-ci, BiblioDyssée apparaît, et donc les usagers peuvent cliquer, accéder à BiblioDyssée. Et donc à ce moment-là, vont être redirigés. Je bascule sur l'interface de BiblioDyssée. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une collection de livres qui vont comprendre différents outils d'aide à la lecture. Hop là, je crois que c'est bon. Est-ce qu'on voit mon écran? C'est bon? Ok, c'est bon. Merci. Vous avez bien fait de m'interrompre. Donc nous, on va aller proposer des adaptations sur des livres qui existent déjà chez les éditeurs. Donc, on va pas être créateur de nos propres contenus. Ce qu'on veut, c'est permettre l'accès à des livres qui existent déjà et qui sont recommandés, qui peuvent être recommandés dans le milieu scolaire ou tout simplement appréciés par le grand public, et proposer ces livres-là en version adaptée pour des publics 10, enfants et adolescents, avec donc différentes modalités d'accès. Pour revenir un tout petit peu sur le contexte de ce qu'on propose, nous au départ on a une expertise sur la question de la dyslexie, donc pour justement proposer un format de livre plus accessible pour les personnes 10. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé avec des orthophonistes et qui a évolué en lien avec des laboratoires de recherche sur les troubles spécifiques du langage. Donc c'est un petit peu ça notre ADN sur la question de l'accessibilité. Et pour information, là je vous présente la ressource numérique, mais on travaille aussi en prestation avec les éditeurs. C'est par là qu'on a commencé et on continue à le faire, pour les accompagner sur le développement de collections accessibles, que ce soit en numérique ou en version 10. Donc parmi les ressources qui ont été montrées par Maud et puis par Marie aussi tout à l'heure, il y avait par exemple les colibris avec Belin, donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec eux pour la version numérique. Je crois qu'il y avait des Fleurus aussi qui étaient visibles, les DocuDis chez Fleurus, c'est des choses qu'on a fait avec Fleurus. Donc voilà, souvent on s'est un petit peu caché derrière certaines adaptations d'ouvrages pour les publics 10. Après, sur notre version numérique de nos ouvrages, donc le format Frog qu'on propose avec nos livres, on part de la question de la dyslexie, mais finalement on s'adresse à d'autres types de publics, d'autres types de troubles cognitifs, des troubles de l'apprentissage qui peuvent mettre en difficulté sur l'attention face au texte par exemple, ou alors aussi des publics par exemple allophones,
allophones, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, quoique si, on a parlé des ateliers de conversation, mais les publics allophones qui vont aussi se trouver empêchés face à des textes écrits en français, et donc les différents outils qu'on peut proposer, notamment l'audio, mais pas que, vont pouvoir être intéressants pour ces publics-là. Je vais aller, donc voilà, ça vous permet de voir un peu un aperçu des différents ouvrages proposés. Et je vais aller dans un livre pour... Voilà, comme ça, ce sera un peu plus concret. Donc là, par exemple, je suis dans un livre de l'École des loisirs. Donc les utilisateurs peuvent aller... avancer, reculer dans le livre. On récupère bien l'intégralité du contenu. On fait pas pour le coup, c'est pas du facile à lire. On fait pas de simplification du contenu. C'est la même version que dans celle d'origine, mais avec des aménagements qui vont pouvoir être permis par les outils. Nos outils, globalement, ils vont répondre à 3 grands axes qui peuvent poser problème dans la lecture. Le décodage, qui est souvent très coûteux en effort cognitif. Donc, on a plusieurs outils pour faciliter cet aspect-là. L'attention face au texte, donc qui va pouvoir être intéressante pour des enfants 10, mais aussi pour des enfants qui ont des troubles de l'attention ou pour ceux qui ont besoin de prendre des habitudes face à un texte écrit. Et également du soutien à la compréhension, qui va être un peu utilisé en fil rouge, puisque comprendre ce qu'on lit, c'est quand même mieux pour pouvoir avoir l'occasion de rentrer dans l'histoire et d'apprécier sa lecture, notamment pour des des enfants qui justement ont pas trop sont un peu empêchés face à la lecture. Et on a également l'audio qui va être un outil de compensation efficace pour pas mal d'enfants. Pour autant, on est sur nous un format où on est en contact avec l'écrit, même si on a la béquille de l'audio. Donc on veut mettre l'audio pour le coup au service du fait de prendre des automatismes également de lecture visuelle. Je vous passe un petit peu en revue rapidement, mais déjà ce que vous pouvez voir sur la page, c'est que par défaut, on va proposer un texte qui est davantage espacé et qui n'est pas justifié. Donc ça, c'est une première couche d'accessibilité qu'on propose, puisque finalement, si je désactive le mode avec les outils et que j'ai mon texte classique, non seulement j'ai quelque chose de plus resserré, mais surtout, pour que ça rentre bien dans le cadre, j'ai un espacement entre les caractères et les mots qui est variable, et ça va mettre un peu des bâtons dans les roues du décodage. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est de casser cette justification pour avoir un espacement régulier et donc faciliter la fluidité de la lecture et avoir davantage d'aération pour que ce soit plus confortable. Et donc ensuite, le lecteur, il va pouvoir aller solliciter les différentes adaptations. Donc gérer la taille de la police, ça peut être assez évident, mais voilà, on peut y aller assez fort s'il y a une déficience visuelle avec le besoin de zoomer de façon importante. Je vais réduire un peu. Il y a plusieurs polices qui sont proposées. Par défaut, on est en Arial, mais on propose aussi la police Open 10, qui est parfois choisie pour les adaptations physiques, qui peut être plus confortable pour certains, pas forcément pour tous. Donc c'est un petit peu notre propos aussi avec ce format-là, c'est de permettre une personnalisation par les enfants et par les ados en fonction de leurs besoins et de permettre d'avoir une combinaison qui va leur être propre. On a aussi la Police Times qui est un peu plus classique. À côté, on a des outils de coloration, donc soit de la coloration syllabique avec les syllabes sonores et les lettres muettes qui sont grisées. Donc là, pour faciliter l'effort de lecture et la fluidité de la lecture. Et on a également la coloration, même principe, mais cette fois-ci sur les phonèmes, donc sur les sons. En fonction des âges ou de la méthode d'apprentissage de la lecture, on est peut-être plus sensible à l'un ou à l'autre. Sur la colonne suivante, on a des outils de repérage visuel, ce que je disais, donc une ligne sur 2 là qui est mise en avant pour bien suivre la ligne là où on en est dans le texte, éviter de se tromper. Et ici, on a une autre modalité de mise en avant du texte, cette fois-ci en unité de sens. Donc ça, c'est un gros morceau de la façon qu'on a de travailler les textes. On va aller découper les phrases en morceaux de phrases qui veulent dire quelque chose, donc en unité de sens, pour que le lecteur puisse bien comprendre ce qu'il lit au fur et à mesure et ne pas perdre le fil de l'histoire. Et donc avoir l'occasion de rentrer dedans. Donc là, il sent le château fort et le bûcher, le bonnet pointu et le manche à balai, j'en passe et des meilleurs. Donc morceau par morceau. On va l'utiliser un peu en trame de fond. Donc là, j'ai la fenêtre de lecture, on grise
et on va pouvoir au clic mettre en avant uniquement le morceau qu'on est en train de lire au moment où on est en train de le lire. Donc ça, pour des enfants qui ont tendance à se disperser visuellement et qui ont du mal à se focaliser sur le texte, ça peut les aider à bien les guider vers ce qu'ils doivent lire. Ça leur permet aussi de rester en contact de leur lecture puisqu'ils vont suivre au clic ou avec le doigt s'ils sont sur un appareil tactile. Et on conserve la possibilité de combiner avec les autres outils et la logique de sens, puisque ce serait dommage de la perdre. Voilà. On a l'audio, donc je remets un petit peu comme ça. L'audio, donc ce que je disais, c'est qu'on veut que cet audio soit au service du fait de prendre des automatismes de lecture visuelle. Donc quand je vais le lancer, on va avoir un mode un peu karaoké, et donc ce qui est en train d'être lu par le narrateur sera également mis en avant sur la page en même temps, pour pouvoir suivre ce que je vois, ce que j'entends. Ce qui se passe aussi, c'est que la page ne va pas se défiler toute seule, donc il faut que l'enfant fasse la démarche de faire défiler la page, et à la fin de la page, ça s'arrête, il faut qu'il passe à la page suivante pour éventuellement relancer l'audio. Donc on le force un petit peu à rester actif dans sa lecture, donc ce que je disais, ça lui permet de s'appuyer sur la béquille de l'audio, tout en prenant des habitudes aussi de lecture visuelle. Donc je lance pour illustrer. J'ignore comment les choses se passent dans les familles normales. Elles ressemblent probablement à ce qui se passe chez nous. J'espère que vous avez bien eu l'audio. Si vous ne l'avez pas eu, ce n'est pas normal. Avec les partages d'écran, parfois, ils se réceptionnent pas bien. Ok, très bien, merci. Donc voilà, l'audio qui se lance. On travaille avec des narrateurs, donc c'est bien de la voix humaine sur nos livres. Et il y a une possibilité de gérer la vitesse. Donc si l'enfant trouve que ça va trop vite ou trop lentement, il peut ajuster avec le petit escargot et le petit guépard. On a des outils aussi que j'ai pas présentés qui viennent en surcouche là-haut. J'entends chez les sorcières. Pardon. Je peux attraper la règle de lecture pour suivre les lignes du texte. Donc là, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Le fait de suivre le texte avec une règle, on le connaît. On connaît ce principe-là. Mais on essaye de tout regrouper sur le même support pour permettre à différents profils de lecteurs de lire le même livre sur le même support, mais en adaptant à leurs besoins. Et on a aussi le mode nuit, qui peut être plus confortable pour certains. Et je précise quand même que même lorsqu'on n'a pas le mode nuit, le fond de notre page, il n'est pas blanc, il est légèrement crème pour que ce soit pas trop agressif visuellement. Donc on a une attention qui est portée à ça. Et le dernier outil que je n'ai pas montré, ici le petit ABC avec un I, on va aller identifier dans le texte des mots ou des expressions qui sont susceptibles de poser problème à la compréhension, soit parce que c'est un niveau de lexique un petit peu important par rapport à la tranche d'âge visée, soit parce que dans le contexte de l'histoire, c'est une expression, ça peut être un petit peu ambigu, et donc on va préciser de quoi il s'agit. Là, tout un folklore désuet, c'est un petit peu complexe. Donc tout un folklore désuet, un ensemble de légendes dépassées. Et j'ai l'expression sur laquelle je clique qui est lue, la reformulation qui apparaît et la reformulation qui est lue également. Donc on essaye de faire un peu tout le chemin, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends, et permettre de débloquer dans la lecture, d'être autonome dans le fait de pouvoir avancer, de bien comprendre ce dont il s'agit, et puis après de pouvoir passer à autre chose sans être trop sorti de l'histoire comme on le serait si on a besoin d'aller demander à quelqu'un ou d'aller chercher dans le dictionnaire, ce que souvent de toute façon les enfants ne font pas. Donc surtout on évite d'accumuler des confusions au fur et à mesure de la lecture. En jaune, on traite des sujets de lexique, et je cherche, si je ne trouve pas, il faudra me croire sur parole. On a aussi un autre pendant de cette fonctionnalité en rouge, voilà, parfait. Quand je reconnais que je lui dois beaucoup, lui à qui ? Donc c'est à sa mère dont on parle. Et donc là, j'ai la précision de qui ou de quoi on est en train de parler. Donc on traite aussi ces inférences-là. On va pas aller pointer tous les pronoms dans le livre. L'objectif, c'est pas de surcharger la lecture avec des endroits où cliquer un petit peu partout. Les directives qui sont données aux personnes qui préparent les livres avec nous, c'est de se poser la question, est-ce que là, si l'enfant ne comprend pas de quoi il s'agit, il risque de passer à côté de quelque chose dans sa lecture? Si oui, on va lui proposer, on va lui expliciter de quoi il s'agit. Donc voilà un petit peu l'étendue là des outils qui peuvent être proposés dans les livres Frog en l'occurrence, donc dans la ressource BiblioDyssée. Donc avec un focus sur la dyslexie, mais pas que, parce qu'on voit bien que ça peut être utile pour d'autres profils d'enfants. Je vois Estelle, oui, tu as 2 questions. J'ai vu que j'avais des questions. Est-ce qu'il y a un système de marque-page si on veut revenir sur la lecture plus tard ?
Alors, non, il n'y a pas de système de marque-page. En revanche, vous avez ce petit menu-là en haut à gauche, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant à mettre en place. Vous avez en haut à gauche la possibilité de dérouler pour avoir la vision sur toutes les pages. Donc, ça peut permettre d'accéder directement à une page sans avoir besoin de cliquer 25 fois, de juste aller retrouver une espèce pas de sommaire, mais de raccourci pour accéder aux pages. Hop. Et est-ce que j'avais d'autres questions? Merci Maud de me l'avoir signalé. Je vois qu'il y avait une question sur le fait de comment offrir ce service au public. Donc, c'est des systèmes d'abonnement auprès de notre ressource et on pourra éventuellement revenir vers vous avec des informations par la suite. Et il y avait une remarque sur le fait que le facile à lire et le facile à lire et à comprendre sont deux choses différentes. Effectivement, j'en ai parlé un petit peu en les mettant ensemble, mais je sais que c'est des choses qui sont différentes, qui n'ont pas ça se travaille pas de la même façon avec les publics. Existe-t-il une app mobile? Oui, en effet, on a une app mobile qui est disponible, qui peut permettre de retrouver les livres, mais surtout de les télécharger pour y accéder ensuite hors connexion Internet, ce qui peut permettre de la lecture nomade et de par les connexions qu'on a, donc avec toutes les bibliothèques qui sont abonnées, on est disponible sur leur portail. Et donc, en fait, dans la version en ligne, l'utilisateur peut obtenir un code qui lui permet de débloquer l'accès sur l'application et ensuite d'avoir tous les livres disponibles. Moi, pour l'aspect un petit peu numérique, on a parlé de comment dire la mise en avant auprès des sur le portail, en termes de présentation au public que vous avez, donc soit pour la médiathèque de l'Orne, les bibliothécaires, soit Maud, des publics, des personnes qui viennent à la bibliothèque. Est-ce que vous avez des cadres spécifiques dans lesquels vous présentez les ressources et en particulier les ressources accessibles pour certains publics spécifiques? Est-ce qu'il y a des cadres dans lesquels c'est présenté et voilà. Alors, moi, je viens répondre pour la médiathèque de l'Orne. En fait, nous, on fait des conseils techniques, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc des conseils techniques aux bibliothécaires ou des mini-formations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on présente les ressources numériques, leurs fonctionnalités et la possibilité de faire de la médiation pour les bibliothécaires autour de ces ressources. D'accord. Et de mon côté, on n'a pas de cadre spécifique. Je le fais vraiment au coup par coup. Quand je vois des gens, notamment qui empruntent dans le fonds 10, et je leur demande, est-ce que vous avez choisi ce livre parce que sa spécificité vous intéresse, en gros, et après, je vais leur montrer. Et aussi, quand on fait l'inscription des gens, tout simplement, je pense à leur montrer nos ressources numériques. Mais après, au moment de l'inscription, on leur donne beaucoup d'informations, donc je ne sais pas ce qu'il en reste. D'accord. Je vois que Aurélie a levé la main. Oui, nous aussi, on anime régulièrement aussi des sessions de formation pour les bénévoles qui prennent leur poste au sein d'une équipe de bibliothèque. Et donc, du coup, il y a systématiquement des informations qui sont données. Alors, en fait, c'est donné à plusieurs occurrences. C'est-à-dire que déjà, on le signale sur le module qui est destiné à la mise en place d'outils d'animation. On le met aussi en place quand il est question des acquisitions. Et puis, en complément, en fait, on a aussi une formation sur les publics fragiles en bibliothèque ou spécifiques en bibliothèque, que ce soit au sein de l'ABF, puisqu'on accueille un module on accueille un certain nombre de journées de formation de l'ABF en région centre. Et donc, du coup, on signale également Bibliodyssée ainsi que les différentes ressources accessibles au cours d'une journée. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'on le présente. Par contre, si vous avez des supports de communication type marque-page, ça pourrait peut-être être intéressant parce que je sais que les bénévoles et les professionnels sur lesquels on s'appuie dans les réseaux de lecture publique aiment bien avoir malgré tout cet élément-là, ce support physique, parce que malgré tout, on se rend compte qu'on a beau préconiser des supports numériques, quand il y a une rematérialisation, au moins pour la partie communication, c'est très apprécié. Voilà.
En effet. Merci pour ce retour. Effectivement, les marque-pages sont des choses qui ont déjà été tentées par le passé, donc peut-être qu'il faudra qu'on réitère ça. J'avais également une autre question sur le lien peut-être avec d'autres acteurs, donc soit des associations, le milieu scolaire aussi, dans à la fois la mise en place d'actions et peut-être le relais de communication pour présenter des ressources disponibles, que ce soit physiques ou numériques. Je ne sais pas si vous avez des choses à apporter là-dessus. Alors, nous, on l'a fait, mais on ne l'a pas fait avec des jeunes publics. D'accord. On l'a fait avec des adultes avec le facile à lire. En fait, sur Alençon, sur la ville sur laquelle on est situé, il y a une association qui s'appelle la Boîte aux Lettres, qui lutte contre l'illettrisme et qui fait du FLE également. En fait, ensemble, on a travaillé à toute petite échelle sur un prix facile à lire. Donc, on s'est mis d'accord avec la formatrice sur 10 titres à proposer aux apprenants. Donc, ils ont quand même été 54 à participer, ce qui est super bien, parce que c'est pas rien pour eux. Et sur juin, juillet, août, donc ils avaient 3 mois pour lire les livres quand ils étaient en session de formation. Et en septembre, on a fait la remise du prix, donc avec le vote, avec une urne, des petits papiers, machin. Et la lecture d'un extrait du livre par un apprenant, ce qui était super chouette. Et ça a vraiment bien marché, ça leur a bien plu. Et du coup, on va réitérer certainement en septembre 2025, puisque c'est pendant la semaine des actions de lutte contre l'illettrisme. Et là, c'est avec un public adulte, effectivement. C'est pas avec un jeune public. On n'a pas encore de... Parce que nous, en fait, on travaille avec les bibliothécaires et les bénévoles, pas avec les bibliothèques et donc leurs partenaires en direct. Donc, c'est un peu plus compliqué pour le jeune public, mais en tout cas, pour l'adulte, on a commencé par ça. D'accord. Super. Merci. Et Maud, je ne sais pas si tu as... Non, mais on a des clubs lecture. Alors, un club manga en jeunesse et un club lecture chez les ados. Et pour le club manga, il faudrait que vous ayez des mangas. Ça, c'est quelque chose qui est demandé. Là, il y a la Poule qui pond qui sort des BD pour les jeunes parce qu'ils ont sorti Last Man en version syllabée. Mais en jeunesse, voilà, ça sera un peu les premiers. Il y a une autre BD qui sort aussi. Mais si vous faites de la BD adaptée 10, ça va cartonner parce qu'on a évidemment beaucoup d'enfants intéressés, y compris des enfants dyslexiques. La BD, le support visuel dans la BD, c'est quand même génial, quoi. Voilà. Effectivement, c'est encore un travail d'adaptation différent, mais vous n'êtes pas la première à nous dire ça. Est-ce que, comment dire, sur les impacts observés auprès des publics, c'est vrai qu'on on a un peu parlé de ce qui est mis en place et de certaines perceptions des emprunts, mais est-ce que vous avez une idée de l'impact global que ça a en termes à la fois de sensibilisation auprès de vos publics respectifs, de vos équipes même, parce que je pense même Maud dans l'équipe de la médiathèque, est-ce que le fait d'avoir mis des choses en place a changé quelque chose dans la perception des handicaps, des publics empêchés et donc après sur la suite des actions qui pourront être mises en œuvre? C'est un petit peu large comme question. Oui, je crois que l'impact, peut-être qu'il y a quand même... Enfin, l'action qui a eu le plus d'impact, ça a été clairement le fait d'avoir recruté une personne autiste dans notre équipe. Parce que tout ce qui est théorique, oui, ça peut faire son chemin dans l'esprit des gens, mais rien de tel que la mise en situation. Et le fait que je reçoive des enfants ou des adultes en situation de handicap aussi, je pense que voilà, c'est le contact en fait avec le public qui va faire avancer très concrètement les mentalités. Voilà. Et alors, il y a une question sinon sur Munki et Storyplayer. Munki, c'est un genre, c'est un peu le Deezer des enfants.
c'est une plateforme avec des histoires, des comptines, des chansons, etc. Donc voilà, c'est de l'audio, quoi. C'est un abonnement qu'on a, parce que c'est une société privée aussi, donc c'est un abonnement qu'on a à la médiathèque. Et Storyplayer, il y a beaucoup moins d'adaptations, hein. C'est pas du tout comparable à Bibliodyssée. Il y a un très gros catalogue d'albums et l'affichage est adaptable. On peut le mettre en gros caractères et on peut changer la police aussi pour de l'Open 10 par exemple ou Luciole. Voilà, donc c'est quand même une ressource qui peut être intéressante pour des enfants déficients visuels ou qui auraient des petites difficultés de lecture, mais bon, il n'y aura pas tous les outils présents dans Bibliodyssée. En revanche, comme les adaptations sont moins difficiles à mettre en œuvre, ils ont un catalogue qui est énorme. Ils ont des centaines de références, voire des milliers de références, je crois, proposées. Voilà. Est-ce que du côté de l'Orne, vous avez quelque chose à ajouter sur l'aspect, l'impact auprès de votre réseau sur les actions ou la mise à disposition des ressources, ou même tout le travail qui a été fait sur votre portail, justement, en termes d'accessibilité? Alors nous, effectivement, donc on n'a pas de public directement, ce sont les bibliothécaires qui sont nos publics. Je les ai un peu interrogés sur leur utilisation de Bibliodyssée, mais en fait, comme on a mis la ressource en place en 2024, donc courant d'année 2024, on n'a pas encore assez de recul. Il y a des bibliothèques qui sont très actives et d'autres qui le sont moins. Donc, je pense que c'est aussi les bibliothèques auprès desquelles on a fait des conseils techniques, à qui on a expliqué directement comment utiliser les ressources numériques. Voilà, il reste encore un gros travail à faire derrière. Mais on essaye de plus en plus de sensibiliser effectivement au handicap en règle générale avec des documents, des actions qu'on peut mener. Là, Marie, elle a mis en place, par exemple, des meubles faciles à lire. Oui, ils ne sont pas encore en état de circulation. J'en suis encore à l'étape décoration du meuble et constitution des livres qui vont l'accompagner. Mais voilà, le but, c'est de prêter ce mobilier avec des livres aux bibliothèques pour que ce soit plus concret, qu'elles puissent mieux matérialiser les espaces. Je réfléchis aussi, par exemple, à obtenir la liste des IME du département et de voir si près de chaque IME, il y a une bibliothèque, par exemple, et après d'interroger la bibliothèque, est-ce qu'il y a un partenariat déjà existant ou pas? Parce que peut-être aussi que certaines bibliothèques s'intéressent à ce sujet, mais ne savent pas ou ne trouvent pas le bon partenaire. Je ne sais pas, on en est encore à la réflexion sur pas mal de choses là-dessus. Oui, effectivement, la mise en relation des personnes avec des publics qui sont susceptibles d'être intéressés et le lieu qui est susceptible de proposer des ressources intéressantes pour ces publics-là. Et pourquoi pas aussi proposer de la formation, parce c'est comme, on fait de la formation pour s'adresser aux tout petits, on fait de la formation pour s'adresser aux personnes âgées, s'adresser à des personnes en situation de handicap, qui soient légers ou graves, c'est quand même, ça s'apprend. Il faut des clés pour y arriver. Donc, pourquoi pas aussi réfléchir à une offre de formation pour nos bibliothèques si elles sont intéressées. Peut-être ça les rassurerait pour ensuite se lancer dans des choses comme ça. D'avoir les clés et après de quoi faire des propositions, ça pourrait peut-être... Tout à fait. Merci pour ces partages-là. Ça me fait également penser à un volet sur... J'ai pensé en cours de présentation sur on peut dire la signalétique, parce que justement, ça fait aussi partie des questions d'accessibilité au public et de comment est-ce que le lieu va être inclusif aussi pour ces publics-là. Je crois quand Maud parlait du CAA et donc du tableau justement pour pouvoir communiquer avec différents profils dans la bibliothèque. Est-ce que ça vous évoque des choses, en fait, ces efforts-là qui sont faits pour rendre la signalétique des lieux de bibliothèque plus accessible et peut-être aussi, à nouveau, l'écho avec le portail numérique, le fait de le rendre lisible dans le parcours des utilisateurs, c'est un petit peu dans cette optique-là, j'imagine, de permettre à tout le monde d'évoluer dans les espaces de la bibliothèque physique ou numérique. Tu t'adresses à qui, du coup? Qui veut prendre la parole?
C'est une vraie réflexion qu'on a essayé d'avoir chez nous sur la signalétique, sachant qu'on l'a fait en interne, notre signalétique. On n'a pas de prestataire externe pour le faire. On n'a pas de budget pour la faire. Donc, on l'a fait avec les moyens du bord. Mais clairement, moi, je ne la trouve pas très accessible, en fait. Mais de toute façon, le bâtiment lui-même n'est pas très accessible. Il n'y a pas de synthèse vocale dans l'ascenseur, il n'y a pas de bande pour les aveugles au sol. Bon, de toute façon, c'est compliqué. Voilà. Donc, encore une fois, par exemple, la maman aveugle, quand elle vient, je vais la chercher au métro, parce qu'en fait, elle ne peut pas venir toute seule à la médiathèque. Donc, c'est sûr que voilà, l'accessibilité, c'est vaste et on en est loin. Et il n'y a pas beaucoup de budget. En tout cas, c'est tellement compliqué, c'est tellement cher souvent à mettre en œuvre. Et après, pour Bibliodyssée, j'ai contacté des orthophonistes de la ville. Et il y en a une qui est venue, j'ai beaucoup de mal à les contacter, mais il y en a une qui est venue et elle a trouvé ça génial, Bibliodyssée. Elle m'a dit, c'est super, je vais vraiment en parler à mes patients et je vais leur montrer parce qu'elle est abonnée. Voilà, donc sur le côté comment on peut partager aussi ces outils-là, c'est vrai que les professionnels type orthophonistes, c'est un outil qui est chouette pour elles, quoi, à conseiller. Effectivement, c'est vrai qu'on le mentionne parfois d'avoir un relais avec les orthophonistes. Enfin je dis elles, mais voilà, disons elles sont pas toujours faciles à joindre, mais c'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant. Et puis c'est vrai que du point de vue, à échelle locale, ça permet de mettre en relation à nouveau le public qui est en situation de besoin sur des contenus accessibles de lecture et la bibliothèque qui a des choses à leur proposer. Du coup, nous, la signalétique, elle va être revue, puisque comme je le disais tout à l'heure, on va réaménager nos magasins, c'est-à-dire l'endroit où on stocke les livres. Et donc, comme on change les sols, les murs, les meubles, je pense qu'on va tout revoir aussi à ce niveau-là. Très bien. Voilà, et au niveau numérique, du coup, c'est le parcours guidé dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, qui permet d'accéder plus facilement à certaines informations sur notre site Internet, et un audit qui est en cours, justement, pour pouvoir rendre notre site le plus accessible possible. Effectivement, les enjeux se communiquent entre le numérique et le physique. Est-ce que... je vois qu'il y a une petite question. Pouvez-vous nous parler de la loupe électronique ? Je ne sais plus qui avait mentionné. Alors oui, nous, on propose auprès aux bibliothèques donc 2 loupes électroniques. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer en partageant mon écran ? Je regarde si je peux. Est-ce que j'ai un visuel ? Oui, je vais pouvoir vous montrer le visuel. Je vais juste partager mon écran. Tu l'avais tout là-haut. Voilà. Hop. Vous voyez, donc du coup, là, donc c'est un matériel qu'on a acheté auprès de la boutique de l'association Valentin AUI. Et donc, c'est une loupe qui permet de grossir les livres, en fait. Enfin, on peut emprunter un livre physique et en même temps cette loupe, et ça permet de grossir les caractères qui sont sur le livre physique. D'accord. Effectivement, moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si les personnes qui participent connaissaient l'outil. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces partages-là. On s'était dit qu'on irait à peu près jusqu'à 12h15, donc on est à peu près dans les temps. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Mais sinon, voilà, nous, en tout cas, on est content d'avoir pu proposer cet événement, puisque c'est un sujet qui nous touche. Et bien, merci à Sabine, Marie et Maude pour leur participation, pour leur témoignage. J'espère que ça a pu être enrichissant pour les personnes participantes. En tout cas, on est content de tous les participants qu'on a eus. On a vu qu'on avait du monde d'un peu partout en France. Donc voilà, c'est plaisant d'organiser ça. Si il y a des questions par la suite, on va vous renvoyer le replay de ce
webinaire une fois que les 2 morceaux ont été recollés. Et puis peut-être certains supports de présentation. Et puis voilà, s'il y a des questions aussi sur la ressource BiblioDyssée en particulier, notre équipe sera disponible pour échanger là-dessus. Voilà, on vous a remis le lien, mais voilà, on vous renverra tout ça par mail également. Merci à tous pour votre participation. Ah, j'ai vu un commentaire, des temps comme ça, il en faudrait bien plus. Bah, écoutez, peut-être qu'on le refera. Merci pour ce retour. Bonne journée à tous. Et voilà, merci beaucoup Sabine, Marie et Maud. Merci beaucoup Estelle.